Donc comme d'hab, ce qu'on va faire, on commence US, pas mal de choses à dire, forcément avec les dernières déclarations de Powell. Outre après, petit coup au niveau de la Chine, forcément, ça bouge pas mal là-dessus. L'Europe aussi, un CAC 40 DAX. On va pas se mentir, c'est là que la renta se fait pendant que les US, on va dire, rament un peu. On expliquera un peu aussi pourquoi les US rament, pourquoi l'Europe revient, etc. en force. Forcément, c'est des choses que je vois déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Effectivement, les gens sont en mode, j'ai 100% de mon portefeuille aux US, je vois les US chuter, je vois l'Europe monter, qu'est-ce que je fais quoi? Donc forcément, quand on prône de toujours investir sur les meilleurs marchés, ça fait 20 ans que les US ont surperformé. Et dès qu'il y a une sous-performance des US par rapport aux autres indices, il y a quand même une grosse sous-performance, on va pouvoir regarder après. Forcément, les gens se posent pas mal de questions. Je vais remettre le chat là. Donc on va en parler. Est-ce qu'il y a aussi les taux? Alors attendez, je vais pas mettre cette liste là. On va parler de ça et après il faudrait que j'aille chercher, je sais plus où aller. Les taux. Bon, on va en parler après. Du coup US c'est passé pas grand chose on va dire depuis le 5. On a continué d'avoir le pullback, on est allé chercher souvent sous les niveaux, un niveau qui moi m'intéressait énormément. Forcément c'était le break qu'on avait fait à l'époque, je sais pas si vous en rappelez, 560, on avait accéléré un peu, hop, élection de Trump, grosse candle à la hausse, tout le monde était content et là forcément on revient chercher les niveaux et on n'entend plus que sur les réseaux récession. Donc ça forcément c'est une des craintes qui a provoqué un pullback. Parce qu'il y avait de l'incertitude, forcément, nouveau président, bon, c'était son second mandat, on va dire nouvelle déclaration au niveau tarifaire qui apporte de l'incertitude, donc augmenter les tarifs à droite, à gauche, forcément, en fait, ça va avoir un impact sur la croissance. Déjà, premier aspect, la croissance. Des marchés financiers qui projettent une croissance là où, avec l'investiture de Trump, avait plutôt tendance à être pro-business, pro-croissance, on se retrouve à avoir quelqu'un qui est plutôt en train de casser la croissance et forcément de casser un peu les business parce que quand on augmente les tarifs, on a un impact qui est j'augmente 25% de tes tarifs de ton pays là. Donc quand tu produis de ce pays là et tu ramènes dans le mien, tu payes 25%. Et forcément, ce coût-là n'est pas une partie du coût est absorbée par les boîtes, donc ils vont faire moins de marge. Mais surtout, ce coût-là va être impacté sur les gens. Ils vont devoir payer plus cher leurs iPhones, typiquement, et donc vont potentiellement être moins enclins à acheter leurs iPhones. Donc ça, c'est clair et net que s'ils achètent moins d'iPhone, moins de croissance. Et en plus, il y a une double peine avec l'inflation. Les gens payent plus cher, donc c'est retour de l'inflation. Donc ça, Powell en a parlé un peu. Je n'ai pas suivi toute la conférence, donc peut-être que vous aurez des points aussi. Moi, je sais pas si l'un d'entre vous a tout écouté, mais j'ai vu un peu le brief. Et donc on se retrouve avec une économie où le marché s'attendait à avoir encore une croissance très forte, à une économie où on commence à projeter. Là, j'ai vu que la Fed est passée de 2,5 de croissance en 2025 et 2026 à 1,7. Donc là, forcément des replis à la baisse. Et quand on est un des indices mondiaux les plus chers au monde, parce que les US, forcément, de par leur performance récente et on va dire leur performance historique et leur exceptionnalisme en termes d'innovation, est un pays qui se paye très cher. On pourra y revenir après. En termes de valorisation, j'ai pas la liste de toutes les valorisations, mais typiquement, si on regarde les PE ratio by country, les US à l'heure actuelle est le pays qui se paye le plus cher avec l'Inde. Donc, typiquement, on a forcément cet aspect de moins de croissance. Et pourquoi j'avais acheté un pays qui a moins de croissance et en plus qui coûte extrêmement cher à acheter, parce qu'un PE de 25, ça reste quand même dans les historiquement c'est très haut.
Et si c'est haut et si c'est à moins de croissance, forcément, ça donne pas envie d'investir. Donc, il y a un peu cette rotation de liquidité qui va partir des US à typiquement l'Europe. L'Europe qui est beaucoup moins chère. Hein. On a une France à un peu 19, on a l'Allemagne. Je pensais que l'Allemagne aurait été plus haut. Après, je sais pas quel indice il regarde. Mais je pensais que le DAX était pas aussi haut. Je pensais que le DAX était plus haut, avec la récente performance qu'on regardera après. Mais donc il y a cette rotation de liquidité qui va aller chercher des indices qui ont sous-performé depuis 2, 4, 5 ans pour justement un peu cet effet rattrapage. Donc on a l'Allemagne, on a la France et forcément on a aussi la Chine. Donc ça on en reparlera aussi après. Mais c'est juste un effet rattrapage. Hein, parce que si on regarde typiquement la Chine, typiquement, hop, la Chine, depuis, on va dire, le Covid, a largement sous-performé les US. Hein. Donc là, les US sont à plus de... j'ai le poste qui me... Je vais retirer... peut-être qu'on va faire plutôt US 500, ça évitera d'avoir... on a du coup le HSI qui est flat, hein, plus 2%, avec les US c'est plus 100%. Donc bon, on va pas se mentir, ça fait quand même longtemps qu'on a une disproportionnalité de la performance en Chine par rapport aux US. On va dire que ça a été encore plus augmenté depuis le Covid. Et donc, par effet, la liquidité va aller chercher là où il y a la croissance, là où potentiellement le marché, le gouvernement souhaite stimuler la croissance. Et typiquement, on le sait avec la Chine, le bazooka économique de la Chine qui se met toujours du temps, on met du temps à attendre ce bazooka arriver, semble se matérialiser. Et on a un rattrapage de la performance. Si on regarde depuis l'investiture de Trump, c'est, je crois que c'est ça, hein, c'est le 6 août. Hein. Je vais retirer le volume, ça ne me sert à rien là. Je vais retirer le Vegas aussi. Je vais mettre ça, hop. On va retirer ça, ça sera plus propre. Et donc on a typiquement le 8 août, c'est ici. Donc on a une largement surperformance de la Chine vers les US. Hein. Et c'est juste parce que la liquidité de part des US vers la Chine. Et forcément parce qu'on sait que la croissance, on va avoir de la croissance en Chine, l'indice est pas cher et le gouvernement semble vouloir stimuler l'économie. Bon, on va pas reparler de tous les problèmes de la Chine, mais forcément, j'ai beaucoup forcément encore, je crois que ça va être mon mot du soir, mais l'impact se fait directement ressentir au travers des marchés. Hein. Donc forcément, on sell off l'indice très cher qui a peu de croissance pour acheter des indices pas chers et qui ont potentiellement une plus grosse croissance dans les 2-3 prochaines années. Donc c'est le cas avec la Chine, c'est le cas avec le CAC 40. Si on regarde, c'est à peu près ici. Donc au CAC 40, c'est quoi on va mettre au lieu à chaque fois. Tac. On met quoi, le DAX aussi. DAX c'est oublié, mais le DAX performe très fortement. Donc la Chine pas cher, beaucoup de croissance à venir sûrement, avec un stimulus économique. Et l'Europe, l'Europe on est dans toute une autre, on va dire, stratégie que les Américains. Ce qui est clair avec Trump, c'est qu'il veut réduire le déficit, le dette sur le PIB. Là où Biden a fait une croissance très forte du dette sur PIB des années à 6-7% de dette sur PIB depuis le Covid, ça a créé un déficit monstre pour les US et ils ont envie de l'endiguer avant qu'il y ait des gros problèmes. Ce qui est tout à fait noble. Forcément, c'est ça qui a stimulé aussi l'économie américaine et les marchés financiers. C'est cette liquidité constante qui était créée artificiellement en levant de la dette, qui a fait que les US ont été en capacité aussi de croître aussi rapidement. Donc ils ont envie clairement de ralentir de ce côté-là, là où l'Europe est totalement dans un autre mindset, parce que je pense, comme vous le savez, l'Europe se réarme massivement. Il y a des plans de 400-500 milliards qui doivent être votés à l'Union européenne pour financer le réarmement européen. Et donc, qui dit 500 milliards de dettes, dit de la croissance. Donc ça, forcément, on sait que ces 500 milliards, ça va être pour
des industries en Allemagne, des industries en France, des industries dans les pays européens. À voir après maintenant si ce sera bien voté et pour qui et comment, parce que je crois qu'il y avait quelques frictions avec l'Allemagne qui voulait déjà passer des contrats avec le Royaume-Uni, sauf que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. Et donc ça, je pense que le côté administratif a toujours été freiné un peu les avancées de l'Europe, mais on est clairement dans une autre stratégie. L'impression monétaire en Europe et en Chine, plus d'impression monétaire aux US, pas forcément. En plus, avec les US qui se payent beaucoup plus cher que l'Europe et la Chine, et rotation de liquidité qui se fait sentir. Maintenant, la question c'est pour combien d'années, pour combien de temps. Forcément, on n'a pas envie. Ça reste une tendance, on va dire, assez court-termiste où on va dire cet écart entre la perf US et la perf Europe et Chine, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Maintenant, ça arrive. Est-ce que ça va être arrivé les 10 prochaines années? Je ne pense pas. Je suis en train de lire vos commentaires en mode entre guillemets, on va pas se mentir. Ouais, je reprends les bonnes habitudes. Mais là où on avait un marché américain qui surperformait tous les indices dans le monde, j'ai pas la charte, mais vous le savez, quand on regarde le MSCI World, la proportion des US dans le MSCI World, avant c'était 40%, pareil en 2005-2010. Maintenant on est à 70%. Donc 70% du MSCI World, c'est les US. Pourquoi? Parce que les US ont surperformé tous les indices tous les indices des pays au sein de ce produit-là, montrant que forcément il prend beaucoup plus de poids parce que plus de performance, mais à un moment il va pas arriver à 99,9% de l'agrégat du monde. C'est quoi le MSCI World? C'est pas le monde, c'est le First World Country. Enfin, il n'y a pas de pays émergents, quoi. Mais si on arrive à tous les pays développés et les US sont 90% du MSCI World, bon, je pense quand même qu'il y a un cap. Je dis pas que le cap va être en retour à la moyenne avec les US qui retournent à 40-50% de poids dans le MSCI World, mais je pense qu'on est dans un range, dans une époque où effectivement les US risquent de sous-performer pendant 1 ou 2 ans par rapport aux autres indices, avec justement ce MSCI World qui retourne à 60, 55. Il faudra que je pull une charte que je retrouve sur YouTube. N'hésitez pas si vous en trouvez sur Google en même temps, ça m'évitera de fouiller devant vous. Mais si vous en trouvez une, normalement il y a une charte du poids du MSCI World au sein de l'indice, du poids des US dans le MSCI World. Et typiquement, je m'attends pas à un retour à 30-40% des US, mais allez 60-70%. Je sais pas combien on est en ce moment. On doit être à 75 facile, mais au moins un 50, 60, 50 max, 60. Pourquoi pas 30 ou 40? Parce que la réalité, on va pas se mentir, la vraie croissance, on va dire innovation technologique, est entièrement aux US. Tout ce qui va être IA, robotique, data center, les nouvelles méga trends se situent aux US. Aux US, c'est là où ils arrivent à financer le plus de startups, à financer l'innovation. En Europe, c'est extrêmement compliqué, forcément, avec le régime européen où on a tous des politiques différentes et on n'a pas envie de trop pousser les alliés parce que du coup, on n'a pas envie de pousser les alliés à côté parce qu'ils sont trop en concurrence ou autre. Là où les US sont un seul pays, contrôlent leur monnaie totalement et leur impression monétaire aussi avec. L'Europe, c'est beaucoup plus fragmenté, forcément. La Chine aussi. Enfin, la Chine est beaucoup moins fragmentée que l'Europe. Mais après, c'est plus compliqué. On va dire que la Chine a toujours une prime de risque parce que c'est la Chine. Ça reste quand même un capitalisme d'État, mais ça ne donne pas envie non plus aux investisseurs je doute, peut-être, mais dans ma vie, on verra un PE de la Chine au-dessus des US, quoi. Peut-être si la Chine arrive à envahir le monde entier, mais pas mal le graphe, je te le reprends. Ouvrir le lien. Donc voilà, donc on a un MSCI World à 70%, et forcément on a l'Europe qui chute, le Japon qui est en flat. C'est vrai qu'il n'y a pas la Chine aussi, c'est pas le MSCI World.
Mais donc, typique, un MSCI World qui retourne justement au travers de 60, 50, pour moi, c'est tout à fait jouable. Ça va faire mal à beaucoup d'investisseurs, forcément, de sous-performer le CAC 40 qu'ils n'arrêtaient pas de critiquer, ou la Chine parce que ils aimaient pas ça. Pour moi, c'est tout à fait possible. Mais quand on regarde sur une période de temps beaucoup plus longue, donc 5, 10, même 5, allez, 10, 15, 20 ans, je resterai quand même plus surexposé US qu'Europe. Maintenant, à court terme, je vois quand même l'Europe surperformer, l'Europe et la Chine surperformer surperformer les US. D'autant plus que quand nous, on va acheter des actifs américains, on les achète en dollars. Donc ça, c'est aussi la question qu'on va venir après. Le dollar, il y a une très forte chute du dollar. Donc les gens qui ont été investis en euros sur des produits en dollars, ils ont pris très cher pendant le pullback. Parce que forcément, l'euro-dollar a rebondi très fortement, donc 6%. Ce qui a impacté typiquement des produits comme, il me semble que lui est très connu, qui a chuté de près de 14%, là où les US, on a chuté à peine le S&P, on a chuté à peine de 8%, quoi, 8-9%. Forcément, parce qu'il y a un effet currency qui est très fort. Donc, on peut avoir une double peine pour les investisseurs. Oula, il y a quelqu'un qui s'est pas mute, cassé les oreilles. Je mute au cas où, pour éviter... pas de soucis, n'hésitez pas après si vous voulez parler, je vous remuterai, non, je vous démuterai, ou démutez-vous si vous voulez parler, il n'y a pas de soucis, c'est pour éviter que les gros à-coups comme ça. Mais donc forcément, il y a un côté double peine sur le court terme pour les investisseurs européens qui investissent massivement aux États-Unis, parce que ils voient que l'Europe qui détestait totalement surperforme, et en plus les US chutent et l'euro-dollar monte. Donc double peine sur ce côté-là. Maintenant, comme je dis, ça dépend des périodes de temps. Si vous voulez investir sur les 2-3 prochaines années, effectivement, et vous êtes full US, effectivement, pour moi, il y aura potentiellement une rotation à faire. Il y a une diversification qui n'a pas été respectée. Vous avez commencé qui n'a pas été respectée. Parce que typiquement sur 2-3 ans, s'exposer à un seul classe d'actifs à 100%, donc les US, c'est extrêmement risqué. Maintenant, si vous êtes dans une temporalité de 10-15 ans, le PE ratio déjà à laquelle vous l'achetez est beaucoup moins important, parce que la croissance permettra au PE ratio de se détendre. Et en plus, l'effet monétaire sera sûrement moins important. Parce que pour moi, à court terme, je vois encore l'euro-dollar chuter, parce que je vois les taux 10 ans chuter. Donc ça, on va en reparler juste après. Mais on avait déjà ce scénario, ça fait longtemps qu'on en a parlé. Ça m'a j'ai presque regretté de ne pas avoir pris un short Eurodoll, un long Eurodoll, pardon. Mais on a le pullback qu'on voulait, donc le fameux pullback sur la zone pixel, la golden zone, et le sell-off qu'on attendait pour typiquement les cryptos pour rebondir. Bon, je suis en train d'essayer d'éviter de dire on va pas se mentir. On va pas se leurrer, voilà, ça fera une autre phrase. La chute du dollar n'a pas permis, spoiler alert, la chute du dollar n'a pas permis aux cryptos de rebondir, malheureusement. Mais est-ce que c'est fini? Pour moi non. Moi non, clairement, on peut bien sûr pullback à court terme, mais déjà le top est fait. Trump a toujours détesté avoir un dollar très fort. Il veut un dollar plus faible pour augmenter. C'est plus simple. Augmenter, qu'il y ait plus d'importations. Parce que ça permet justement. D'exportation plutôt. Ça permet à l'Europe, à la Chine, d'acheter plus facilement côté américain que inversement. Donc on a le sell-off du dollar. Et je m'attends que ça continue parce qu'à la fin, le dollar n'est que une dérivée première des taux. Et ça, forcément, les taux 10 ans, moi, je suis très content dessus. C'est quelque chose que je poussais pas mal à un moment.
Malheureusement, sur l'assurance vie, où moi je l'ai prise pas mal, on ne pouvait pas prendre du taux 10 ans hedgé, parce que je pense que le gouvernement n'a pas envie qu'on prenne des taux 10 ans sans risque monétaire, sinon plus personne n'achèterait des taux français à 10 ans. Donc il y a un peu ce double impact là, qui est que je sous-performe par rapport au TLT, qui est il y a le TLT, donc on va dire le taux, c'est même des taux 20 ans. Taux 20 ans US en dollars, mais si vous mettez en euros, ça n'a pas aussi bien perf. Bon, c'est pas aussi dégueu normalement. Ça ressemble à ça, et en euros, ouais, si ça ressemble. C'est moins dégueu, mais forcément, on a quand même été impacté par le côté. Donc ça, typiquement, le Luxembourg, Amundi US Treasury Long Bond, c'est quelque chose que vous pouviez acheter en assurance vie. Maintenant, prendre du 4%, c'est super, mais il y a quand même un risque de currency qui se voit clairement quand vous mettez ce genre de produit en euros. Ça n'a pas la même gueule qu'en dollars, parce que cette sous-performance est due à l'euro-dollar. Donc ça, à court terme, on est certain que les gens qui ont des positions très fortes en dollars font très mal en ce moment. Mais voilà, je vais répondre à 2 secondes à vos questions. Je vais juste finir sur les taux américains. Pourquoi la chute des taux américains? Parce que ça, je pense que c'est le grand plan de Bessent et de Trump, c'est de faire en sorte que les investisseurs, que le monde achète beaucoup plus de dettes américaines, quitte à casser un peu les pattes des actions et pousser les investisseurs à reprendre des obliges que des actions, parce que on va avoir dans les 3 ou 4 prochaines années, on va devoir rollover la dette américaine. Donc je crois que c'était 25 trillions de dettes sur les 30 dans les 5 prochaines années, et forcément à un taux à 4,2, là où avant on le payait autour des 2,4, 3,5 quoi. Donc c'est une des grandes missions pour moi du plan de Trump, du tarif, de freiner l'économie et tout, c'est de vouloir surtout faire baisser les taux. Forcément avec des taux à 3,5, à 3,2, ce sera beaucoup plus intéressant, ça fera beaucoup plus mal au gouvernement américain de relever une dette à 3,5, 3,2 qu'à 4,2, voire 4,5. Donc je m'attends justement, si la politique de Trump fonctionne, chute du dollar américain, chute des taux des taux 10 ans, donc taux 10 ans, 20 ans, les taux longs, montée, chute du DXY et forcément euro-dollar à la hausse, ce qui ne veut pas dire je m'attends pas à un euro-dollar à 1,50, hein. Déjà un retour à 1,14 sera intéressant de voir. Ça correspond à peu près au DXY, la zone du DXY que je vous l'ai mise. Mais voilà. Alors, je vais lire vos questions vite fait. Même avec les taxes. Je regarde pas mal les entreprises norvégiennes en ce moment. Tu as une idée de pourquoi elles affichent des PE aussi bas et des dividendes aussi élevés? On va pas se mentir, en Nash, les dividendes sont élevés parce que elles sont pas chères. Tu connais le mécanisme, forcément le dividende c'est un dividende 6%, 6% de dividende. Soit la boîte fait énormément, donne tout son free cash flow en dividende, soit juste parce que la boîte est absolument pas, il y a une cotation très faible en termes de valorisation. Je suis pas allé creuser de pourquoi le comment. Je t'avoue qu'en boîte norvégienne, je connais surtout Novo. Mais c'est vrai qu'il y a Evo aussi. Je crois que Evo c'est norvégien aussi, il me semble. Il semble aimer énormément. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, côté, c'est bien Norvège, ça. C'est bien drapeau de la Norvège. J'ai honte de le demander, mais en Norvège, je crois qu'ils ont une loi qui fait qu'ils ne payent pas d'impôt sur les dividendes. Donc c'est des compagnies qui vont beaucoup plus facilement donner du dividende parce qu'ils n'ont pas d'impôt dessus. Je sais que c'était le cas avec Evo. Donc Evo, une boîte que je suis aussi énormément, qui file toujours pas mal de dividendes alors qu'elle devrait racheter leurs actions.
mais justifie par le fait que en fait dans ces pays-là, il n'y a pas de taxe sur les dividendes. Du coup, ça reste quand même intéressant pour les investisseurs. Maintenant, alors je vais te tac, je regarde vite fait. Un impôt spécifique, là, est-ce qu'on a un impôt versé? Je sais plus exactement. Je t'avoue que là, il me fait une réponse longue, faudrait que je creuse, mais il me semble qu'en tout cas, c'est un pays qui est beaucoup plus enclin à verser du dividende que d'autres. Donc faible potentiel de hausse des actions. Pas forcément. La question c'est effectivement pourquoi les entreprises, si une super entreprise norvégienne ne monte pas en bourse, soit effectivement c'est un peu un value, on va dire un rubis qui est un peu caché, que les gens n'ont pas encore acheté, mais on peut très bien avoir une accélération du prix derrière une fois que le marché l'a tilté dessus. Mais c'est sûr que quand tu verses du dividende, tu retires de la perf pure aux actionnaires parce que tu donnes 1% de dividende. Le lendemain, l'action va chuter de 1%. Mais il me semble que c'est à proprement parler un truc norvégien parce que ils kiffent les dividendes grâce à leurs taxes. Mais il faudra que je creuse cette question-là limite plus tard. Autre chose, il me semble au niveau trading, je voulais parler, on peut parler vite fait de la Chine. Et on va même parler vite fait de l'Inde aussi. Donc Chine, on est très content. La Chine rebondit. C'est un dossier dont j'ai travaillé depuis pas mal de temps, qui marchait pas forcément. Je crois qu'on a acheté pas mal. Si je reprends si je reprends le cas de JD typiquement, si je reprends le cas de JD, on y est depuis début 2024, donc ça va faire un peu plus d'un an. À acheter JD Alibaba moins, j'avoue que j'ai plus été un forceur sur JD, peut-être que je regretterai, c'est tout à fait possible parce qu'Alibaba en tout cas fait une meilleure performance sur le court terme, mais gros rebond de la Chine forcément parce que le gouvernement chinois a fait des annonces de propulser la consommation des ménages, forcer les banques à faire plus d'emprunts. Donc si tu dis aux banques de faire plus d'emprunts, les gens vont potentiellement plus facilement accéder au crédit, donc plus facilement dépenser. Maintenant, c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est un peu dans les mœurs de la Chine de épargner énormément et d'investir fortement sur l'immobilier. Malheureusement, leur immobilier s'est effondré. Donc on va dire qu'ils sont pas très enclins en tout cas à faire des grosses emplettes. Mais on peut imaginer que dans les prochaines années, on ait complètement oublié ce passage-là. Et en fait, la Chine, je vous dis, pour avoir parlé avec pas mal de gens, la réalité c'est que la Chine peut être les US en 2008-2009. Hein. Le krach boursier horrible, les gens trouvent qu'il y a plus de potentiel. Et la réalité c'est qu'après on monte et on lance une vraie tendance. C'est tout à fait possible. C'est pas ce que je mise pour l'instant, mais ça peut être un peu le JFC chinois. Et après derrière on repart très fortement parce que le pays a quand même un potentiel aussi très fort, hein. Même si on arrive sur un pic démographique, on est le pays avec une classe moyenne qui va augmenter très fortement dans les prochaines années. Maintenant il y a forcément des questions, je crois que j'avais vu pas mal de stats sur l'emploi des jeunes qui étaient mauvaises, donc il y a quand même des politiques à faire pour endiguer des problèmes sociétaux. Mais ça reste quand même potentiellement un pays qui va se américaniser et consommer beaucoup plus qu'il ne produit. Donc ce sera très intéressant pour moi à suivre le dossier. Là où les gens ont été un peu blasés, c'est un pays, faut vous dire, hein, ce pays-là, ça fait depuis 2000, leur économie se Gaston qu'en PIB, mais par contre leur PIB, et par contre effectivement leur marché financier, et elle est comme ça. On sait qu'il y a un contrôle très fort du côté chinois pour pas qu'il n'y ait pas trop de spéculation au niveau des marchés financiers, mais il y a une limite. Elle a clairement été franchie pendant le Covid et début 2024, à savoir que le gouvernement pousse clairement les entreprises à faire plus de dividendes, plus de rachats d'actions, parce que la Chine sait
que pour avoir une vraie économie croissante, un niveau de vie qui s'améliore, il faut un marché, un indice financier qui monte, hein, parce que ça permet aux gens d'investir. Donc les entreprises ont potentiellement plus de financement pour grossir, ça fait des gains pour les actionnaires, ça fait des trucs pour la retraite, etc. Et tout le monde, on va dire, sort gagnant du lot d'un marché financier qui monte. Donc à voir, c'est super intéressant à continuer de monitorer. Qu'est-ce qu'on se fait après? Est-ce qu'on passe crypto? Je vois qu'il y a pas mal de verres aussi. L'Inde, t'as raison, exactement. C'est quoi l'Inde? C'est Sensex. Tac. L'Inde. Bon, là je suis en INR, donc ça paraît extrêmement élevé parce qu'ils ont dévalué très fortement le INR. Mais si on regarde en euros, c'est moins stratosphérique. Bon, il n'a pas beaucoup de. Je pensais qu'il aurait plus historique. L'Inde, pays qui pour moi aussi est un très fort relais de croissance du côté émergent. Forcément, on parle énormément de la Chine. On a parlé plus récemment, dans les médias, on parlait énormément, et même dans la bourse traditionnelle, de la Chine. L'Inde, depuis le Covid, en 2022, 2023, 2024, elle est revenue au centre des discussions parce qu'elle affichait des performances très folles. Donc tout le monde s'est réveillé en mode l'Inde, ça va être génial. Et je suis d'accord qu'il y a des prospects futurs extrêmement intéressants pour l'Inde. Maintenant, même si le pays est beaucoup plus capitaliste que pourrait l'être la Chine, il y a un besoin quand même d'évolution au niveau sociétal de ce pays-là qui va potentiellement mettre plus de temps que la Chine. Néanmoins, il y a des prospects de croissance très forts. Je crois que l'Inde a grossi de 5 à 6% de croissance de PIB par an. Et dans 30 ans, on dépassera le PIB, le PIB de l'Inde sera potentiellement égal à celui américain. Bon, c'est des projections, la réalité c'est que dans 20 ans on n'en sait absolument rien, mais il y a des prospects de croissance, des relais de croissance très forts dans ces pays émergents là. Je me fais interrompre par mon chat, je vais lui ouvrir la porte. Hop. Et vous voulez parler? Mais maintenant, tout a un prix. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a des très forts relais de croissance, mais aussi une très forte performance de l'Inde. Mais le contre-coup, c'est un pays qui a eu un peu un ratio extrêmement fort très rapidement. Je sais pas combien on a fait depuis le Covid. On a fait on a fait fois 2,5. Ce qui fait que même x3 on va dire depuis le top, et là on a eu un pullback qui fait mal parce que forcément le côté monétaire comme je vous dis qui a fait des dégâts, et en plus le fait est que c'est un pays qui se payait cher, donc prise de profit, rotation vers d'autres pays. Donc la Chine s'est relevée très fortement, donc des flux qui allaient justement souvent vers la Chine allaient vers l'Inde parce que l'Inde paraissait être la nouvelle Chine. Maintenant qu'on voit que la Chine se relève très fortement, ces flux qui étaient vers l'Inde sont vendus pour retourner vers la Chine. Donc ça, c'est des jeux de court terme qui peuvent créer des pullbacks. La question, c'est est-ce que le pullback remet en cause la thèse d'investissement sur le pays? Pour moi, absolument pas. L'Inde reste quand même un pays extrêmement intéressant sur le long terme à être investi côté émergent. Maintenant, effectivement, c'est pas là où il faut foutre 100% de son portefeuille sur l'émergent. Ça a toujours été le cas. Ne pas foutre la plus grosse portion d'investissement sur le pays émergent. Mais pour moi, il offre quand même une bonne diversification à la Chine et potentiellement à son prospect futur. En termes de marché, de total market addressable, l'Inde paraît quand même gigantesque. Alors Nash, tu me dis, les boîtes de production d'armes en EU sont déjà bien valorisées. Est-ce que tu crois qu'on peut encore trouver des boîtes qui produisent les matériaux pour la guerre, donc métaux, chimie, avec des bonnes valos? Alors forcément, c'est une bonne discussion que j'ai eue.
Forcément, l'Europe aussi surperforme fortement parce que le côté guerre et tout a poussé leur industrie à. Il y a des Thales, Dassault. En Allemagne, Rheinmetall. Ces entreprises-là a surperformé très fortement le marché parce que réarmement militaire. Maintenant, je pense on est plus proche d'un cessez-le-feu qu'autre chose. Un cessez-le-feu, une paix qu'autre chose en Ukraine, Ukraine-Russie, qui pourrait créer un sell-off sur ces valorisations qui sont très élevées. Donc Thales, Dassault, Rheinmetall, ils ont des valorisations qui sont historiquement très hautes parce qu'ils ont un prospect de croissance extrêmement fort qui va avec la guerre. Et les 500 milliards qui vont être pris en emprunt par l'Europe. Donc pour moi, ça peut créer justement un pullback à court terme si on a la moindre annonce d'un cessez-le-feu ou d'une paix en Ukraine-Russie. Néanmoins, je pense qu'ils ont encore de très belles prospects sur les 5-10 prochaines années parce qu'on a compris que pour préparer la paix, il fallait mieux être s'armer. Donc ça, je pense que les gouvernements l'ont compris. En plus, le côté guerre tarifaire avec l'Europe a poussé certains pays européens, même hors européens, donc je parle d'Australie par exemple, à revoir les contrats d'armement avec les US plus avec l'Europe. Donc je pense que je sais pas si vous vous rappelez, mais l'épisode avec les sous-marins, l'Australie qui voulait acheter des sous-marins et en fait on allait avoir le contrat en France, en fait ils l'ont eu aux États-Unis. Ils sont en train de justement de revenir un peu sur leur pas ou potentiellement le faire du côté plus français. Donc ça forcément il y aura aussi un flux d'armement qui se fait du côté US qui pourrait revenir du côté européen. Donc tout ça, ça pousse aussi à la hausse le spread entre la performance européenne et la performance américaine. Mais je pense que ça peut être sacrément volatile parce que quand on regarde, je fais quelques Thales, mais Thales en bourse, ça fait x2. Je crois que le discours de Zelensky, le truc explose. Depuis le Covid, ça doit faire, ça fait x5. Il y a quoi? Il y a Dassault, c'est DSY, il me semble. C'est Dassault Systèmes, c'est pas Dassault Aviation. Pareil, qui accélère très fortement en bourse. Il y a Rheinmetall, je crois que c'est RH. Là, je suis mauvais. Rheinmetall. RHM. Rheinmetall, là, c'est cette action en bourse. Elle était à 40 balles pendant le Covid et elle est à 1400 maintenant. Je pense que là où les gens se sont dit, le BTC à Covid, c'était le meilleur truc à acheter, je t'avoue que Rheinmetall, ça paraissait quand même pas mal. Je pense que Rheinmetall, si je mets le Bitcoin à côté, hop. Covid, c'était où? Covid, c'était là. Ouais. Voilà, si vous avez investi chez Rheinmetall, vous avez une meilleure perf, largement une meilleure perf que le BTC. Donc, je sais même pas si on regarde Nvidia. Nvidia, quand même, qui a explosé. Voilà, Nvidia qui a giga explosé avec tout ce qui est IA et tout. Data center, et elle sous-performe Rheinmetall depuis le Covid. Donc il y a des prospects de croissance, des relais de croissance extrêmement forts qui sont attendus par le marché. Maintenant, la moindre bonne nouvelle sur les marchés, pour moi, au niveau de la guerre, pourrait créer des sell-off sur ces actions-là, sur ces titres. Mais à long terme, je me vois quand même que tout ce qui est Thales, Dassault Aviation, Rheinmetall quand même giga augmenté. Je vois mal si un sell-off remonter assez rapidement. Ça me semble plus l'air d'être une bulle qu'autre chose, mais pareil, j'ai absolument pas regardé le dossier. Donc je vais pas m'avancer sur le fait si c'est une bulle ou pas. Mais la moindre bonne nouvelle, qui est bien en soi pour les marchés financiers, pourrait pénaliser ces titres-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on se fait du coup? On part sur les cryptos, petite 20-25 minutes sur les cryptos.
Pas d'autres questions sur le reste. Alors j'ai juste refilé ma gourde d'eau, une seconde. Bon, mon chat qui se met à parler, à miauler comme tout seul. Alors, Aventis, question sur l'ETF World. Tu dis que la proportion de valeur US va baisser, en contrepartie la valeur Europe va monter. Donc la valo devrait pas bouger. La valo de quoi? Pas de la valo de l'indice? Ah bah si. Si, parce que forcément t'as 70%. T'as 70% de l'indice qui va potentiellement chuter et 30% qui va bien monter. Mais tu te doutes bien que si un tiers monte et 2 tiers chutent, la valo de l'ETF World risque de continuer de chuter quand même. À moins qu'effectivement ce 1 tiers surperforme x2 la chute de l'autre 2 tiers, c'est possible. Mais pour moi, je veux dire, ça n'a rien de panique, ça n'a rien de... Enfin, je pense qu'on reste quand même dans une période où on est tous un peu assez jeunes sur Discord. Pour moi, c'est que des intérêts d'acheter justement sur l'ETF World, c'est d'acheter à des prix beaucoup plus bas, parce qu'on est en phase de capitalisation du capital. Ça ne peut être que intéressant justement d'avoir des soldes. Donc oui, un retour de 70, après ça peut être très rapide, hein, parce que la réalité c'est que là, les US ont fait moins 10, l'Europe a fait plus 15. Je pense qu'il faudrait il faudrait avoir la stat en direct, le poids de l'indice directement. Il faudra le voir à la fin du mois. Je pense qu'avec les fact sheets, on aura les poids des US dans l'indice. Mais je pense que déjà, rien que le fait que les US ont fait moins 10 et l'Europe a fait plus 15, plus 18, donc un spread de 28%. Je pense que les US sont quand même chutés de 5-6% assez rapidement en pondération de l'indice. Hein. Ça peut être très rapide, justement. Donc ça, c'est à surveiller. Mais non, il y aura quand même un impact négatif overall, parce que la plus grosse pondération chute, quoi. Est-ce qu'on switcherait pas sur les cryptos? Parce que les cryptos, il y a quand même pas mal de choses à dire. Je vois qu'on a le droit à une surperformance de l'ETH qui va sûrement mal finir, mais on va passer crypto. Crypto. Alors, gros sell-off qu'on a eu la dernière fois que j'ai le live, c'était quand? Que c'était au moment où j'ai pris mes edge. Je crois que c'était pas. Ouais. Je vais prendre mes edge par. J'avais edge par là, mais dans la zone. Crypto. Ouais, mauvais signe d'un ETF qui perf. Oui, malheureusement, maintenant, c'est un peu comme d'autres, mais c'est pas le signe qu'on a envie de voir en premier. Mais bon, même si je suis content, hein, parce que j'ai de l'ETH, hein, mais ça finit rarement bien, on va pas se mentir. Crypto. Donc crypto, je pense qu'on n'a pas trop bougé depuis les dernières semaines. Comme je vous dis, hein, pour moi, le plus gros danger qu'on a eu, c'est qu'on a complètement rompu le range qu'on faisait à l'époque entre novembre 2024 et février 2025, a oscillé entre 93K et 106K, rompu à la baisse, repullback dessus pour revenir derrière. Pour moi, c'est un range qu'on a totalement perdu. Et soit effectivement, on va l'étendre, ce qui est possible. Hein. On peut aller étendre le range, donc aller ici et potentiellement faire ça. Où on a totalement perdu le range, et là, on va se taper un bear market de folie. Après, la question, c'est jusqu'à où ça descend. Moi, personnellement, je m'attends pas qu'on reprenne en weekly, daily la zone des 94, 95, 80, 92.
Je m'attends qu'on forme potentiellement un range plus bas. Donc une fois qu'on a rompu un range pullback, on est censé accélérer et aller dans le prochain range. Donc on avait un gros range qu'on avait à l'époque ici. Au moins aller taper dans la zone de l'ancien haut de range, donc au moins autour des 70. Et ça coïncide pas mal avec ma narrative que les US risquent d'être baissiers encore sur l'année. Donc les cryptos, forcément, par la force des choses, sont juste un levier, sont juste un S&P x2, les cryptos, ou x3 même. Ce qui fait que si on se tape encore un moins 10% sur les US, et ben un BTC à 60, 50K, c'est tout à fait possible. Et ce serait pas dramatique. Enfin, je veux dire, ce sera les prix qu'on avait en février 2024. après avoir fait 500% de perf et un pullback de 50%. Je veux dire, on n'est pas Amazon, les meilleures actions au monde ont déjà eu des pullbacks de 50%, même Amazon en 2000, je crois, ils ont fait des pullbacks de 80%. Rien qui, on va dire, détruit la thèse d'investissement qu'on a dans les cryptos. Mais effectivement, ça fait mal parce que on avait énormément d'espoir avec la nouvelle administration on va avoir un BTC à 200 000 parce que les US vont acheter. Forcément, c'est moins sexy parce qu'ils risquent pas d'acheter, en plus, sachant qu'ils font tout pour contrôler leurs dépenses. Ce qui fait que les cryptos, à court terme, en tout cas soit cette année-là et peut-être l'année prochaine, je m'attends pas à qu'on fasse des ATH directement. Pour autant, donc c'est pour ça que j'avais pris mes hedges, moi à l'époque ici, sur le pullback tout à l'heure. Après hedge, c'est pas j'ai 100% hedge mon portefeuille, j'ai tout vendu, je suis en cash et j'attends le crash. Je suis encore largement en une position long, mais j'ai hedge une partie pour justement, on va dire, moins souffrir concrètement. Mais on peut très bien retourner justement encore faire un pullback autour des 95-93 qui moi m'intéresserait pour soit revendre, soit pareil reprendre une couverture. Donc faut voir si le marché nous le redonne. Et à partir de là, il n'y a pas grand chose à dire en soi. En weekly, je veux dire en weekly c'est clair, c'est baissier. Enfin c'est baissier. On a fait un break baissier. Et il faut reconstruire une position, un bottom quoi. On a le temps. Mais à la fin, nous sommes que soumis à la bonne volonté des US. Donc heureusement qu'on est soumis à la bonne volonté des US. Je n'aurais pas voulu être soumis à la bonne volonté du CAC 40 pendant les 10 dernières années. Mais il y a le contre-coup que forcément les US, ça leur arrive très rarement de tirer la gueule par rapport aux autres indices et tirer la gueule assez vénère, donc faire des chutes de 10, des 10. Pour moi, les US peuvent très bien les pullbacks retourner au 4700, 4800. C'est tout à fait possible. C'est les zones que moi je m'intéressais très fortement à acheter. Et surtout du côté crypto, ça nous fait encore un 10% et c'est le fameux 10% que je vous dis pour aller chercher un BTC à 50-60. Donc c'est des scénarios pour ça que j'ai du cash à côté. Mais ça me surprendrait absolument pas. La seule chose qui m'aurait surpris, c'est forcément, je pense comme tout le monde, on n'a pas eu de alt season. Les gens étaient déçus, les gens avaient énormément d'actes, énormément d'espoir, comme à tout 2017, quand j'ai vécu, 2020, quand j'ai vécu. 2024 a été totalement différent en termes de narrative autour des prix. On a eu quand même des altcoins qui ont extrêmement bien performé, Solana, tous les coins autour, mais les gros coins comme ETH, je sais pas, tous les autres que vous aurez pu penser, Avax, Atom et tout, n'ont pas réussi à capter un flux d'acheteurs parce que la réalité, je pense qu'ils étaient noyés dans un flux de shitcoin à droite à gauche. Je veux dire, le président des États-Unis a lancé son propre shitcoin en haut du BTC. Je veux dire, faut pas vous attendre que forcément la liquidité est complètement divisée à droite à gauche. Donc ça, clairement, je comprends parfaitement la déception. Est-ce que ça veut dire qu'on aura plus d'alt season et tout? Absolument pas. On a quand même plus de chances d'avoir une alt season maintenant avec un BTC à 60 qu'on l'avait quand un 60 dominance que quand on avait un BTC à 45% de dominance. C'est certain. Maintenant, le flux sur les ETF, si les pays achètent vraiment du BTC à terme, est-ce qu'une dominance qui va à 70 n'est pas viable?
C'est tout à fait possible. C'est pour ça que j'ai la majorité en BTC et j'ai une petite partie encore en ETH. Parce que je reste quand même avec un espoir. Peut-être que c'est mon esprit boomer, l'ETH. Avax aussi a potentiellement un potentiel avec tout ce qui est tokenisation à terme. C'est possible. Mais pour l'instant, les prix montrent la réalité. C'est que c'est pas Jojo. ETH, on est clairement sur une des grosses zones que moi je surveillais. Mais comme je vous dis, j'ai pas envie d'acheter ETH si j'ai pas envie d'acheter BTC. Donc ça ne me donne absolument pas, si ça me donne envie d'acheter l'ETH quand je le regarde, mais malheureusement je ne l'achèterai pas. Néanmoins la zone elle reste quand même extrêmement propre. Voilà. Je veux dire, on est retourné sur la Vegas. Bon après à l'époque on a quand même, bon j'ai pas autant d'historique mais on était quand même allé largement en dessous à l'époque. Est-ce que du coup le paradigme ETH est complètement cassé et en fait il fallait acheter XRP? Non, je pense juste XRP monte par la force des choses, par les flux américains et on va dire un peu la comment appeler ça, quand tu soudoies un gouvernement, enfin soudoies des gens pour pousser l'XRP à droite à gauche, j'ai oublié le terme, enfin beaucoup de manigances. Mais tous les jours, je m'attends justement qu'il y a des trucs qui soient développés sur les marchés en DeFi et tout, sur l'Ethereum, là où XRP, pour moi, ça reste quand même un shitcoin, mais un shitcoin qui va bien marcher parce que le président est très proche du CEO de XRP, quoi. Voilà. Je pense Avax, parce que t'as toujours pas mal de gens. Avax, on est retourné sur la zone. Je pense que Anna, je connaissais bien la zone, hein, la zone des 17. On est encore allé mâcher dedans. La structure est pas immonde. Je veux dire, c'est un peu un classique de on monte une fois, on pull back en deux vagues, et ça donne envie de relancer. Malheureusement, comme je vous dis, je me suis mis une règle. Avax, je n'achèterai plus d'Avax tant que Avax BTC n'a pas repris sa zone, et pour l'instant comme vous le voyez, ça marche absolument pas, ce qui est tout à fait logique parce que le BTC reste quand même extrêmement fort en tendance baissière. C'est pas en tendance baissière que le BTC va perdre de la dominance, ça c'est certain, ce qui fait qu'on a un flow, même si en USD Avax paraît super stylé, en versus BTC ce n'est absolument pas le cas. Donc ça c'est pareil, c'est pas des choses moi qui va m'intéresser d'acheter. Voilà. Pas trop de choses à dire. Je sais pas si vous avez des questions sur les cryptos, n'hésitez pas. Après je pourrais parler un peu de stock picking, des stock picking que j'ai ou des trucs que j'ai envie de racheter et tout. Ça intéresse s'il reste encore des jours après. Je suis tout à fait open. On va parler un peu. J'ai pas regardé la conférence, apparemment elle était vraiment stylée, ce qu'elle montrait. Putain, j'ai oublié son nom. Attends, je commence à arriver. Il commence à être tard, mais Jensen, pardon, voilà. Mais il paraît que c'était pas dégueu la conférence. J'ai vu vite fait une petite vidéo avec le robot qui monte sur scène et tout et qui parle et qui suit les mouvements de Jensen, je trouve ça stylé. Je me dis qu'on a quand même des très belles années d'innovation dans les prochaines années. Mais oui, pas de questions du côté crypto. Capitulaise. C'est comme ça s'écrit, j'arrive même plus à le dire. Capitulaise. Ouais. Les gens capitulent, voilà. Je préfère le dire. Je sais même pas. On peut vraiment l'écrire comme ça, tu m'as fait bugger, tiens. Non, c'est pas comme ça. C'est bien ce qui me semblait. Déjà que je suis crevé, en plus tu me retournes le cerveau avec la manière dont tu l'écris. Mais oui, les gens capitulent sur les cryptos. Mais c'est tout à fait normal. Parce que effectivement, tu connais le marché. Les gens ont pas beaucoup d'argent, ils voient ça comme le casino, ils mettent 1000 balles sur un shitcoin et ils espèrent faire x2000.
Ça marchait en 2017, ça marchait en 2020, ça n'a absolument pas marché en 2025. Et est-ce que ça marchera après? C'est la grande question. Je pense que déjà c'est beaucoup plus compliqué de trouver le bon cheval, parce que là où à l'époque on avait 5-6 000 cryptos, maintenant on a des millions qui se créent à la seconde sur Pump Fun ou des trucs à la con, qui font que la liquidité elle va plus vers les projets sérieux, entre guillemets, clairement entre guillemets, versus des shitcoins qui font du dump and dump, pump and dump quoi. Maintenant, est-ce que le sentiment qu'on a à l'heure actuelle est signe d'un bottom? Je ne pense pas. Parce qu'à la fin, on reste corrélé aux US. Pour moi, les US, c'est pas encore terminé, mais c'est tout à fait mon biais. Hein. C'est ma façon de voir les choses. Ce qui fait que si le BTC, les US chutent, le BTC chutera, et si le BTC chutera, tout le monde va capituler encore plus fortement. Hein. Ils sont sous terre, et ils iront encore plus bas sous terre, malheureusement. Il y aura une rediff, j'ai loupé le début. Oui, bien sûr, il y aura une rediff. Là, je vais faire ça proprement et je vais directement l'envoyer sur. Je le publierai demain matin, mais j'envoierai la vidéo sur YouTube ce soir. Je me sais beaucoup si je le fais pas. Du Link. Alors, Link est ce fameux un projet sérieux. J'en sais rien en fait. J'avais dessiné ça à l'époque. C'était bien parti. Malheureusement, ça a mal fini. Je vais pas retirer tous les gribouillis. Hop. Link. Forcément, Link, tu connais. Hein, tu connais mon appétence pour acheter ce genre de choses. C'est regarder au niveau des volumes. Hein. Donc, il y a un gros travail de volume qui a été fait ici. Pour moi, effectivement, si on n'a toujours pas le bottom, avoir de nouveau une réaccumulation sur les niveaux de 7, 9, 6 là, ça sera potentiellement intéressant. Maintenant ici il y a un risque reward, c'est tu payes ici et tu mets un stop sur les bottoms, et nécessairement c'est censé dans une tendance haussière c'est plus bas ou toujours plus haut. Maintenant, comme je vous dis, malheureusement en fait ça sort du cadre de la charte de Link, parce que il va faire ce que BTC fera, comme toutes les autres cryptos. Mais si moi, là, je devais dire, ok, Link, je l'achète à un tel niveau, je mets tout mon argent, donc le risque maximum, c'est clairement pas sur ce niveau-là, et j'attendrai la grosse zone, on va dire, des 7, quoi. Quand je regarde Link BTC, je pense que je pourrais dire que j'achète jamais. Voilà, malheureusement, c'est un downtrend continu. Ça donne absolument pas envie d'acheter. C'est pas passé leur plus bas comme Avax a pu faire. Mais on n'en est pas loin quoi. Mais après le stop est proche. C'est on va dire la seule bonne chose, si je puis dire, qui peut arriver, c'est que le stop est pas loin si tu veux placer un trade. Mais voilà. Après en USD, en BTC, après le problème c'est qu'il y a tellement pas plus de volume ici. Ah si. Il y a potentiellement du volume ici, donc ce sera intéressant justement d'acheter un Link qui retourne à 500, donc encore divisé par 2 facilement. Ça coïncide justement avec un prix du Link à 7, si le BTC bouge pas. Mais potentiellement, encore une sous-performance quoi. Mais tu sais très bien, ce genre de coin qui slow die comme ça, c'est clairement pas mon dada. Alright, donc ETH BTC, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. On est sur une zone aussi pour rebondir. Maintenant, on est passé sous les gros niveaux qu'on avait mis. Hein. C'est 0,31 qui avait créé une réaction, mais on a fini par continuer de vomir. C'est pas good, c'est pas beau. Ça donne pas envie. C'est pour ça que j'achète pas non plus en USD. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Si ça doit rebondir, pour moi, ça rebondira comme ça, il y aura un pullback, et là, je pourrais potentiellement acheter le pullback. Mais là, j'ai plus envie de jouer à chercher où est le bottom, quoi. Que tu te mets à acheter toujours plus bas à la fin, et tu finis par être un stock comme un holder, quoi.
Un petit AAV. AVE. AVE a très bien performé d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais il a très bien performé récemment. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est des codes qui ont une grosse accumulation justement en 2023-2024, qui ont bien pété en 2025, donc en soi ça va. Bon, ils n'ont pas fait des nouveaux ATH, mais aussi du fait que il y a beaucoup plus de jetons maintenant qu'il y en avait à l'heure actuelle, à l'époque, je pense, pour la plupart. Parce que si je regarde AAVE, il n'y a pas market cap AAVE. Voilà. Donc voilà, on n'a même pas fait, on a retourné à peu près au niveau aux ATH en termes de market cap. Bon, en prix non. Mais c'est des coins où effectivement, je les paierai pas à l'heure actuelle et j'attendrai plus bas. Mais c'est toujours pareil, c'est peut-être le risque de rater aussi le bateau. Hein. Mais juste, en fait, ça n'a pas de sens pour moi d'acheter des altcoins quand je pense que les US vont continuer à chuter, ce qui entraîne dans le BTC. Même si effectivement il y a les gens capitulent je fais tout pour éviter de dire le mot, les gens capitulent à ces niveaux-là, c'est pas un signe suffisant pour me dire ok je peux rentrer. Effectivement c'est toujours plus intéressant de rentrer maintenant que quand c'était à l'ATH en décembre 2024, mais pour moi c'est pas intéressant de rentrer encore à l'heure actuelle parce que je n'ai pas confiance sur le BTC. Mais je peux me tromper, hein. Ça c'est toujours comme tout. Hein. Si on a un flux de nouveau haussier très fort aux US, mécaniquement le BTC va follow. Ça ne fait aucun doute. AAV, je voulais call le short en quasi pixel perfect. Ah ouais, je me rappelle pas l'époque. Si je me rappelle pas, c'est que ça doit pas être vrai. Voilà, c'est Dinash. En plus, tu supprimes tout le temps tes messages, donc à tous les coups, tu les supprimer. Je veux dire, on te connaît. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je peux parler après un peu de mon stock picking. Après, je sais pas si je le laisserai sur YouTube. Enfin, en tout cas, cette partie-là, j'ai peut-être que tout mon YouTube là ou des trucs. Et après, on peut chill un peu à montrer un peu mes Excel et tout. Ça peut être quelque chose. Oui, rediff de prévu, je t'ai répondu, il me semble, David Tepoche, un peu avant quand tu as posé la question. Mais oui, la rediff sera mise directement demain matin. Je vais faire parce qu'à chaque fois j'ai la flemme, parce que je reste quand même assez fatigué de le faire après, mais là j'ai de l'énergie, on va faire ça proprement. Je vais éviter de faire trop de retouches sur Photoshop, enfin pas Photoshop du coup, mais j'ai oublié Studio, pour envoyer assez rapidement sur YouTube. Alright, côté live, je pense qu'on va couper là. Merci d'avoir écouté le live. N'hésitez pas forcément, je pense qu'il y a tous les liens pour venir directement pour ceux qui ne connaissent que de YouTube. Je sais pas si c'est le cas de certains. Donc n'hésitez pas à venir. Et on se revoit semaine prochaine normalement, si je suis un bon élève. Tchuss.